Lors de l'information et du journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à suivre également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une en ce mardi 28 janvier, le jour J pour le deal du siècle. Donald Trump présentera en fin de journée son plan de paix tant attendu pour le Proche-Orient. Le président américain reçu hier Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Le premier est toujours à Washington, le second écoutera le discours du président depuis Israël. On y revient juste après les titres. Également au sommaire, un coup de théâtre politico-judiciaire en Israël. Benjamin Netanyahou retire sa demande d'immunité qui devait être examinée aujourd'hui par la Knesset. On reviendra également sur la progression du coronavirus, sur le dossier Naama Issachar. Les événements sont en train de s'accélérer. Benjamin Netanyahou va bientôt s'envoler vers Moscou, c'est ce qu'on a appris juste avant le journal. Le zoom de cette édition portera sur la soirée spéciale que consacre ce soir France 2 à l'antisémitisme. Nous serons en ligne avec le producteur d'un des deux documentaires inédits de la soirée, Paul Rosenberg. Et puis comme tous les mardis, nous serons rejoints dans la dernière partie par Eric Lewin pour sa chronique Israël Business. Radio J. La date du 28 janvier 2020 sera-t-elle un jour consignée dans les livres d'histoire ? On le saura bientôt, mais en attendant, c'est un événement majeur pour la région, mais aussi pour le mandat de Donald Trump qui aura lieu ce soir. C'est vers 18h que le président américain doit prendre la parole pour présenter ce qu'il annonce comme le deal du siècle. Tout ce que le Moyen-Orient compte de dirigeants sera probablement devant son téléviseur, les yeux rivés vers Washington pour connaître les contours de ce plan de paix israélo-palestinien. La cérémonie aura lieu à la Maison-Blanche en présence de Benjamin Netanyahou qui rejoindra le président américain sur l'estrade. Le premier ministre israélien est resté aux États-Unis après son entrevue hier avec Donald Trump. Et j'ai hâte d'écrire l'histoire avec vous demain, a déclaré Benjamin Netanyahou qui a longuement remercié celui qu'il a qualifié de plus grand allié d'Israël dans l'histoire de la présidence américaine. Benny Gantz a préféré lui rentrer en Israël après son rendez-vous avec le président américain. Donald Trump qui s'est montré hier optimiste. La paix au Moyen-Orient est recherchée depuis longtemps, depuis de nombreuses années, des décennies et des siècles. C'est une opportunité. Nous allons voir ce qui se passe, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche depuis le bureau ovale, ajoutant que les Palestiniens finiront en fin de compte, je cite, à apporter leur soutien au deal du siècle. À Ramallah, l'heure est toujours au boycott. Une réunion d'urgence se tient aujourd'hui autour des dirigeants palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n'exclut pas des protestations violentes de la rue palestinienne. L'armée israélienne a d'ailleurs renforcé sa présence dans la vallée du Jourdain ce matin en prévision d'éventuels accrochages. L'autre réaction attendue est celle des dirigeants arabes. Selon la 13e chaîne de télévision israélienne, les États du Golfe pourraient appuyer le plan Trump à condition néanmoins qu'Israël n'annexe pas certaines zones de Judée-Samarie. Hier, des sources israéliennes évoquaient une très prochaine annexion de la ville de Ma'ale-Adomim par le gouvernement Netanyahou. Il va donc falloir attendre encore quelques heures pour connaître les détails précis de ce plan, mais certains éléments ont déjà été révélés par les médias. Ils semblent favorables aux intérêts israéliens. C'est la tendance majoritaire qui se dessine parmi les éditorialistes locaux. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. J'ai oublié de lancer. D'écouter le président américain qui parlait d'opportunités historiques. On va écouter tout de suite la revue de presse de Daniel Haïk. La parole est aux commentateurs dans la presse israélienne de ce matin. Nous commencerons par ceux du Yediot Ahronoth. Ben Dror Yemini reste fidèle à son approche constructive de ces derniers jours et il affirme qu'il ne faut pas manquer cette opportunité. C'est vrai, précise-t-il, le timing de la présentation de ce plan est politique, mais ce n'est pas le plus important. La véritable question est de savoir si ce plan permet de promouvoir l'aspiration de paix juive et démocratique ou lui porte atteinte. Et la réponse, écrit Ben Dror Yemini, est claire. Sever Ploutsker est nettement plus réticent toujours dans le Yediot. En dépit de ses déclarations, Trump ne veut pas vraiment régler le conflit. Le principal pour lui est de donner l'impression d'un changement et d'un progrès pour lui. Comme pour le gouvernement de transition israélien, mais également comme pour les Palestiniens, courir sans aucun but précis est plus important que d'effectuer de véritables progrès sur la voie d'un règlement du conflit.
Mais ce n'est pas valable que pour les deux peuples. Orly Azoulay affirme de Washington que Benny Gantz a passé hier, lors de sa rencontre à la Maison-Blanche, son baptême du feu international, et il l'a passé, selon elle, avec brio. Il a été accueilli avec respect. Les images publiées prouvent que Donald Trump souhaite aussi accorder un rang honorable à Benny Gantz, et surtout, il a prouvé qu'il n'y a pas que Netanyahou qui sait se tenir devant un président américain. Fin de citation. Dans le Israël Hayom, on remarque avant tout l'éditorial de Jason Greenblatt, celui qui fut le proche conseiller du président Trump pour le Moyen-Orient, et celui qui est considéré comme l'un des artisans, avec Jared Kushner, l'ambassadeur David Friedman, de ce deal du siècle. Greenblatt se dit persuadé que les Palestiniens comprendront qu'ils ont tout intérêt à répondre favorablement à ce plan de paix, et Greenblatt de fournir au moins 6 raisons pour lesquelles les Palestiniens doivent accepter ce plan. Ariel Khan, le correspondant diplomatique du quotidien, se montre optimiste. Après plusieurs semaines de froid et de gel, le soleil a éclairé hier Washington, et peut-être faut-il y voir là un signe encourageant de ce qui va se passer ce soir lorsque le président Trump présentera son plan. C'est une opportunité à saisir pour rendre toutes les implantations de Judée, de Samarie et de la vallée du Jourdain israéliennes à part entière. Le public israélien y est favorable dans sa grande majorité, et le monde arabe ne s'y oppose pas vraiment. L'OLP est extrêmement faible, tout comme l'Union européenne. Le Hamas est dissuadé. C'est donc le meilleur moment pour accepter un tel plan, selon Ariel Khan. Odette Granotte, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, constate dans son éditorial qu'Abou Mazen suit la voie du refus systématique tracée par son prédécesseur Yasser Arafat, et ce faisant, il joue avec le feu. Du jour en Israël, c'est le revirement de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre a annoncé le retrait de sa demande d'immunité. Et c'était -1. La Knesset avait prévu de se réunir 1 heure plus tard pour voter en plénière sur la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner la requête de Benyamin Netanyahou. Nous ferons voler en éclats toutes les demandes disproportionnées faites par les vétérans en la matière plus tard, indiquait le chef du Likoud dans un communiqué. Mais pour l'heure, je ne permettrai pas à mes opposants politiques d'utiliser cette affaire pour interférer avec la démarche historique que je mène actuellement aux États-Unis afin d'assurer notre sécurité pour les générations futures, ajoutait Benyamin Netanyahou. Netanyahou qui dénonce une chasse aux sorcières, notamment des médias contre lui, une défense qui n'a pas convaincu Benny Gantz. Le chef de la liste Kahol Lavan a une nouvelle fois tensé son adversaire. Les citoyens israéliens ont le choix entre un Premier ministre qui agira pour eux ou un Premier ministre qui ne s'occupe que de lui-même, a tweeté Benny Gantz dans la matinée. Personne ne peut diriger un État et gérer simultanément 3 affaires pénales graves de corruption, fraude et abus de confiance, inculpés en novembre de 3 chefs d'accusation, notamment de corruption. Benyamin Netanyahou devrait donc bel et bien être jugé dans les affaires 1000, 2000 et 4000, et peut-être même avant les élections générales du 2 mars prochain. Son dossier a en tout cas été déposé il y a quelques minutes à la cour de district de Jérusalem. C'est ce qu'a annoncé il y a 1 heure le procureur général Avishai Mendelblit. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. La suite de l'actualité au Moyen-Orient et en France avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Le gouverneur de Moscou a signé ce matin la demande de grâce de Nahama Issachar. La commission a transmis sa recommandation au président russe Vladimir Poutine, qui est désormais le seul à pouvoir décider du sort de la jeune femme. Nahama, ses proches et ses avocats espèrent que le président Poutine prendra la décision de gracier Nahama Issachar dès que possible, conformément à son autorité constitutionnelle, a commenté l'équipe de défense de la jeune israélienne de 26 ans. Et selon Channel 12, Benyamin Netanyahou, actuellement à Washington pour le plan de paix américain, ira à Moscou pour ramener Nahama Issachar en Israël. La justice allemande, Gabriel, envisage d'ouvrir une enquête après qu'un drapeau israélien ait été hissé sur une cheminée d'usine à Leipzig hier, alors que nous célébrions le jour anniversaire de la libération d'Auschwitz. La justice étudie la possibilité d'ouvrir une enquête sur des soupçons d'incitation à la haine raciale. Les pompiers et la police criminelle sont parvenus dans la journée à retirer ce drapeau qui va faire l'objet d'analyses scientifiques selon la même source à Pirna, près de Dresde. La police a également annoncé avoir ouvert une enquête après qu'une Allemande de 23 ans a effectué le salut hitlérien, selon des témoins, en marge d'une cérémonie à la mémoire des plus de 1,1 million de personnes, essentiellement des Juifs assassinés dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Une nomination au Moyen-Orient, le Qatar a un nouveau Premier ministre, Gabriel.
L'émir a nommé aujourd'hui un remplaçant au Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, un vétéran de la famille régnante. Aucune raison n'a été donnée pour ce changement et il n'est pas clair que le Cheikh Abdallah conservera le poste de ministre de l'Intérieur qu'il cumulait avec celui de Premier ministre. On file maintenant aux États-Unis une expertise psychiatrique de Grafton Thomas, accusé d'avoir attaqué plusieurs juifs à Monsey près de New York, a conclu à une altération du discernement. La Cour fédérale a cependant accordé un délai de 2 semaines au bureau du procureur américain pour effectuer une évaluation de la compatibilité psychiatrique de l'accusé de 37 ans. Grafton Thomas avait plaidé non coupable lors de sa première comparution. Affaire à suivre donc. En France, un premier rapatriement de personnes qui ne présentent pas de symptômes du coronavirus aura lieu jeudi dans le pays. Ces personnes seront surveillées et mises sous quarantaine, a déclaré le secrétaire chargé des transports Jean-Baptiste Djebari. Un second vol dont les dates sont à déterminer aura lieu avec des personnes portant possiblement le virus et qui seront médicalisées à Paris. Le premier malade confirmé au coronavirus en Allemagne a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même, ont annoncé aujourd'hui les autorités sanitaires de l'État régional de Bavière, où le patient est hospitalisé. Il s'agit du premier cas de contamination entre humains sur le sol européen. À l'heure actuelle, le bilan est de 106 morts et de plus de 4500 cas confirmés de contamination sur le sol chinois. On ouvre le dossier politique de ce journal. La commission spéciale de 70 députés dédiée à la réforme des retraites a débuté ses travaux aujourd'hui, Gabriel. Le programme de la commission s'annonce dense. Après l'audition dans la journée du secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, elle enchaînera demain avec les auditions des partenaires sociaux, des membres du Conseil d'orientation des retraites, puis du comité de suivi de la réforme. Les parlementaires auront ensuite jusqu'à jeudi 17h pour déposer leurs amendements. Les opposants de droite comme de gauche contestent ce calendrier trop serré selon eux. Et puis la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a assuré ce matin sur RFI qu'il y avait eu, je cite, une mésinterprétation des propos du président de la République sur l'affaire Sarah Halimi. Elle a également précisé qu'il faut tenir compte de l'émotion qu'a suscité ce crime antisémite. On ne fait pas dans ce gouvernement de pression sur qui que ce soit. Après, il faut aussi comprendre l'émotion légitime qu'a soulevé cette affaire. Je crois qu'il ne faut pas le contester et je pense qu'il y a aussi besoin d'une parole politique qui tienne compte de cette émotion-là. Et la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens, et le procureur général François Molins ont rappelé hier l'indépendance de la justice et la nécessaire sérénité de son exercice après les déclarations d'Emmanuel Macron jeudi à Jérusalem concernant le meurtre de Sarah Halimi pour lequel il y a selon lui un besoin de procès. Merci Gabriel Attal. Télévision maintenant, France 2 consacre ce soir à partir de 21h05 une soirée spéciale à l'antisémitisme, 2 documentaires inédits et un débat animé par Julien Bugier autour du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et du grand rabbin de France Raïm Corsia. Nous sommes en ligne avec Paul Rosenberg. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le producteur du premier film qui sera diffusé ce soir, réalisé par Ilan Ziv. Il s'intitule Antisémitisme au pluriel, un documentaire formidable que j'ai pu visionner tout à l'heure et qui montre les mutations de la haine anti-juive à travers l'histoire. Paul Rosenberg, quels en sont les principaux jalons ? Écoutez, on a délibérément choisi de remonter le temps, pas trop loin non plus. On commence avec l'affaire Dreyfus, les origines de l'affaire Dreyfus, pendant la première heure, qui est une heure consacrée au mécanisme idéologique, au mécanisme politique de l'antisémitisme, et la deuxième heure, on la consacre à l'antisémitisme contemporain, je dirais même d'aujourd'hui, et que les juifs, que les non-juifs, puisque comme disait l'autre, l'antisémitisme est une affaire d'abord de non-juifs, concernant les juifs. Voilà. Donc, 2 heures pour décrypter, analyser, raconter, à travers des personnages, des histoires, des familles, l'antisémitisme d'aujourd'hui. Alors justement, on va tout de suite écouter un extrait de votre film. C'est Daniel Knoll, le fils de Myriam Knoll, qui revient dans la maison calcinée de sa maman, assassinée en mars 2018. C'était son lit. L'assassinat était ici. Et ils se rejettent la faute. Ils n'ont même pas une étincelle d'humanité pour reconnaître qui a tué. Ce sont des lâches, de très grands lâches.
Pendant plus d'1 an, l'équipe de police scientifique a passé au peigne fin ce lieu dévasté pour tenter de reconstituer le crime et d'analyser les traces laissées par le ou les criminels. Mais il ne s'agit pas seulement de procéder à une analyse médico-légale. Il faut aussi comprendre la complexe pathologie personnelle et sociale des suspects. Comment est-il possible qu'une femme âgée et vulnérable ait pu être tuée de manière aussi violente ? Témoignage terrible de Daniel Knoll. Paul Rosenberg, est-ce qu'il a été facile de convaincre Daniel Knoll de revenir dans ce lieu ? Oh, facile n'est pas le terme, non. Ce n'est pas le terme. On n'a pas voulu non plus le forcer. Il ne s'agissait pas de... Pour le besoin d'un film, il ne faut pas non plus heurter, perturber les protagonistes. Non, on lui a raconté notre démarche et il y a souscrit. Donc, il n'y a pas eu de souci. Mais facile, non. Parce que les images sont particulièrement fortes. Écoutez, on a voulu surtout à un certain moment filmer nous-mêmes. On a utilisé l'archive en tant que de besoin, mais il s'agissait d'avoir un point de vue d'aujourd'hui, nouveau. Et le réalisateur, Yann Ziv, a pu filmer ce qu'il souhaitait filmer pour les besoins du film. Avec la volonté de se confronter et de confronter les téléspectateurs au réel de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. Complètement. C'était ça le but, et c'est ça le but du film. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se voiler la face, il ne s'agit pas d'être politiquement correct ou incorrect. On n'a pas hésité en film à dire les choses telles qu'elles étaient, telles qu'on les pensait, telles qu'on les ressentait. Et il ne s'agissait pas non plus de stigmatiser quiconque, loin de là, ce n'est pas le propos. Un film n'est pas un tract, n'est pas un manifeste, c'est aussi... ça doit avoir une vertu pédagogique et une honnêteté intellectuelle. Ça a également la vertu de pouvoir informer. C'est ça le but d'une émission documentaire sur le prime time de France Télévisions, de France 2 en l'occurrence. Voilà. Paul Rosenberg, je vous adresse la question autour de laquelle débattront les invités de Julien Bugier ce soir. Question difficile, question lancinante. Peut-on en finir avec l'antisémitisme ? Vous voulez ma réponse personnelle ou Oui, absolument. Oui. Écoutez, je suis venu en France à l'âge de 2 ans. Je pensais que ça n'existerait plus. Moi non, mais en tout cas mes parents. Nous sommes arrivés en 57 de Pologne après une vague d'antisémitisme. Ça veut dire en gros, 12 ans après la Shoah en Pologne, il y a eu une vague d'antisémitisme qui a provoqué notre arrivée en France. Pourquoi la France ? Ça a toujours été dans l'esprit des Juifs d'avant-guerre et d'après-guerre, la terre des Lumières, la terre des libertés, de la tolérance, de la liberté de penser, de parler, et de l'impossibilité à développer des haines. Malgré ça, il y a eu quand même Vichy. Il y a eu un certain nombre de conflits qu'a connu notre pays et de soubresauts, de parenthèses nauséabondes. Malgré tout, c'est un pays où il fait bon vivre et l'antisémitisme ne partira pas comme ça. Il s'agit de se battre contre lui en permanence. C'est une donnée constante. Le film le raconte bien. C'est quoi l'antisémitisme à un moment donné ? C'est le problème de l'altérité, c'est la peur de l'autre, qu'il soit juif, qu'il soit... Et le juif incarne cet autre. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tant qu'il y aura des autres, il y aura tout le temps des autres, il y aura de l'antisémitisme. Paul Rosenberg, le deuxième documentaire de Georges Benayoun place la focale sur la ville de Toulouse, meurtrie évidemment par l'attaque antisémite contre l'école Haute-Zarathora. On va écouter tout de suite Marc Stulman, qui est conseiller parlementaire PS de la ville, et on en reparle juste après. D'accord. La norme, c'est plus la sécurité, c'est plus la vigilance. Aujourd'hui, la norme, c'est la peur. Aujourd'hui, tous les parents qui mettent leurs enfants à l'école juive se posent la question. Et la question qui se pose, c'est pas de savoir quelle sera la nature du goûter. La question qui se pose, c'est pas de savoir si les sorties scolaires, elles seront sympas.
La question qui se pose, c'est de savoir si la vitre de la classe, elle est blindée, et si elle est blindée, elle arrête quoi? Je veux dire, le jour où moi j'ai vu des amis à moi qui ont des enfants me parler de verre NATO, c'est le verre blindé qui est utilisé dans les ambassades. Je me suis dit qu'il y avait un vrai problème à Toulouse et qu'on a un vrai problème en France. Si on est obligé de protéger des enfants de 3 ans, des enfants de 2 ans, des enfants de 5 ans ou même des enfants de 18 ans avec du verre blindé, c'est qu'on a franchement raté quelque chose. Paul Rosenberg, vivre en France aujourd'hui pour un juif, c'est accepter de vivre avec la peur, comme le dit Mark Stulman? Non, hors de question. Hors de question. J'entends ce que disait M. Stulman, j'entends ce qui se passe à Toulouse, et sans offenser personne, Toulouse, ce n'est pas non plus toute la France. C'est le problème de certaines villes de province où se sont constitués toutes sortes de ghettos communautaires, quels qu'ils soient, et que là, il y a la confrontation entre les communautés, au lieu d'avoir une harmonie entre les communautés. Et Paris, on n'en est pas encore là, je pense qu'on n'en sera jamais là, j'espère. Et pour répondre à votre question, oui, la France, c'est encore... moi qui ne suis pas croyant, c'est quand même le pays béni des dieux, non? Eh bien, espérons-le. On l'espère en tout cas. Paul Rosenberg. On l'espère, en tout cas, on se bat pour que nos enfants, soit ceux qui sont en France, vivent dans la plus grande des harmonies et la plus grande des sécurités. Mais c'est un combat. Il ne s'agit pas de renoncer, de baisser les bras et de s'en aller. Il faut se battre. Il faut se battre. Eh ben, le message est lancé. Merci beaucoup Paul Rosenberg d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle le rendez-vous de ce soir sur France 2 à partir de 21h05, soirée spéciale consacrée à l'antisémitisme avec 2 documentaires dont le vôtre, Antisémitisme. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. On marque tout de suite une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la chronique Israël Business. À tout de suite. Comme tous les mardis, c'est l'heure de retrouver Israël Business, la chronique qui vous raconte les dessous de l'économie israélienne et de ses startups. Bonjour Eric Lewin. Bonjour Steve. On démarre cette semaine avec Microsoft qui va ouvrir un centre de données cloud en Israël. Oui, alors Microsoft est présent quand même en Israël depuis 1989 avec en 91 le premier centre de recherche et développement. Là, c'est un centre de données cloud. Alors quand on parle du cloud, c'est un peu ésotérique pour certains auditeurs. Pour certains auditeurs, voire pour beaucoup. Alors en fait, c'est un centre de données avec une infrastructure composée d'un réseau d'ordinateurs et d'espaces de stockage. En fait, cette infrastructure est utilisée par les entreprises pour organiser et stocker un grand nombre de données qu'elles n'ont pas envie de stocker elles-mêmes. Alors c'est un marché global, le cloud, ce qu'on appelle l'informatique dans les nuages, de 260 milliards de dollars avec 2 acteurs majeurs. Amazon qui a 30% du marché et Microsoft, plus de 15%. Pour Microsoft, en Israël, c'est une nouvelle avancée. Rappelons que le pays est présent dans 56 régions, dans 21 pays et le centre israélien sera opérationnel en 2021. On parle maintenant d'une autre grande entreprise israélienne, Elbit Systems, qui est toujours à l'honneur pour sa technologie, à l'occasion, cette fois, du déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. Mais alors, vous savez qu'Emmanuel Macron voyage toujours non pas en Boeing, mais en Airbus 330. Eh bien, il est équipé d'un système de protection anti-missile fourni par la compagnie israélienne. En fait, ce système permet, par exemple, Steve, de déjouer des tirs de missiles sol-air. Plus précisément, imaginons qu'il y a un missile, eh bien, il y a un laser qui sera envoyé sur la tête du missile afin de le faire dévier de sa trajectoire et donc de faire exploser l'avion. L'avion, grâce justement à ce laser, n'explose pas. Alors, il avait été développé, je crois, après une tentative d'attaque au Kenya contre un avion de la compagnie Arkia. Tout à fait. Une quinzaine d'années. Tout à fait. Il y a de plus en plus de pays qui l'utilisent, mais on est un peu, là on le sait pour Macron, mais on est un peu dans le secret défense parce que les pays n'ont pas tellement envie de communiquer là-dessus. Disons que Elbit est une entreprise qui a été créée en 1967, elle est basée à Haïfa, et elle a pris le contrôle en mars 2018. C'était une privatisation voulue par le gouvernement Netanyahou d'IMI System, qui est le célèbre fabricant d'armes, connu notamment pour les fameux pistolets mitrailleurs, les Uzi, qui sont développés depuis 1948, date de l'indépendance d'Israël. Et qu'on va maintenant s'intéresser à un classement qui révèle qu'Israël reste un pays très cher. Alors c'est pas une surprise, c'est un site qui fait référence à la matière qui s'appelle Numbeo et qui regarde le coût de la vie en Israël. Israël est à la 8e place de ce classement. Alors sans surprise, le pays le plus cher, c'est la Suisse, devant la Norvège, l'Islande et le Japon. La France n'est que 14e, ce qui explique que
que bon nombre de touristes français considèrent qu'à juste titre qu'Israël est plus cher que la France. C'est un peu un paradoxe, parce que les salaires moyens sont moins élevés en Israël et pourtant le pays est plus cher en termes de coût de la vie, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés pour vivre en Israël. Je ne parle même pas des retraités, mais des Israéliens eux-mêmes. Les États-Unis sont à la 20e siècle. C'est peut-être un petit paradoxe, mais quand on parle des États-Unis, on parle dans leur globalité. On raisonne pas New York et San Francisco, où ce sont des villes très chères, on le verra. Et puis en queue de peloton, des pays où on n'a peut-être pas envie d'aller habiter, l'Inde, l'Afghanistan, vous n'irez pas, et vous irez sans doute pas au Pakistan, du côté de Karachi. Je vous le confirme. Par contre, Eric, si on cherche à louer un appartement, les villes américaines dominent encore largement ce classement. Oui, alors aux deux premières places, on a San Francisco et New York. Brooklyn, qui est très près de New York, est à la 4e place. Il y a une très importante communauté juive. Devant Hong Kong, Londres à la 10e place. Paris est 34e. Et Tel Aviv, c'est une petite surprise, c'est à la 42e place. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu paradoxal parce que l'immobilier est très cher à Tel Aviv. Oui, mais l'immobilier est moins cher dans ce que sont les loyers. En fait, vous achetez un appartement à Tel Aviv, c'est sans doute plus cher que Paris dans certains quartiers. Par contre, pour la location, c'est beaucoup moins cher. Donc Tel Aviv. C'est étonnant en matière de rendement. Oui, ça veut dire que les rendements locatifs ne sont pas exceptionnels en Israël. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui habitent et qui ne louent pas leur appartement. Jérusalem, 111e du classement. Haïfa, 209e. Alors, c'est un classement où il y a 440 villes. Et puis, aux 10 dernières places, 10 villes indiennes, ce qui n'est pas une surprise quand on connaît la pauvreté. Mais en tout cas, ce classement est assez intéressant parce qu'il bat en brèche quand même certaines idées reçues. Donc, en Israël, on peut habiter Tel Aviv, acheter un appartement, c'est très cher. Louer un appartement, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, je répète, Tel Aviv, 42e place, Jérusalem, 111e et Haïfa, 209e. Merci Eric Lewin pour toutes ces informations. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver dans quelques minutes sur Facebook, YouTube et sur notre nouveau site radioj.fr. Prochain rejour de l'information à 15h. Tout de suite, l'histoire du peuple juif racontée par Chaim Nissenbaum. Excellent après-midi à l'écoute de Radio J. Prenez soin de vous.